Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et merci à IDEAS de me donner la possibilité de 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 donner de la visibilité à ces travaux. C'est un article qui est paru, début 2022 qui, est en fait, une sorte d'analyse rétrospective des recherches menées sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, donc à Chizé. Et donc que j'ai intitulé, Place-based social ecological research is crucial for designing collective management of ecosystem services. C'est un article qui a été coécrit donc par, Vincent Bretagnol, Sabrina Gaba et moi et qui a été publié dans le cadre d'un numéro spécial qui était, piloté par Cécile Barneau et Roldan Muragnan dans la revue Ecosystem Services. Et le numéro spécial s'intitulait Ecosystem Services and Collective Action, New Commons, New Governance Challenge. Et je tiens à saluer les éditeurs parce que ça a été un processus de soumission vraiment très interactif, très agréable, avec vraiment la possibilité aussi d'améliorer le papier tout au long des interactions qu'on a eues avec un système de peer review interne notamment. Donc, voilà pour la référence. Alors, du coup, je vais décrire un petit peu le papier. Je colle pas mal au papier, hein, dans cette présentation. Hem Le thème étant donc autour de l'action collective, nécessaire pour gérer les services écosystémiques. On est parti de ce point, de ce constat et qu'effectivement, pour gérer les services écosystémiques, quels que soient les écosystèmes auxquels on se réfère, en général, on a besoin d'impliquer divers acteurs dans cette gestion, qu'il s'agisse de services d'approvisionnement, ou de régulation qui mettent en jeu des processus qui peuvent, agir à des échelles larges, que ce soit des écosystèmes à l'interface entre plusieurs activités, ou que ce soit, autour de services culturels, là encore, qui vont impacter différents types d'acteurs, différents types d'activités, des échelles, assez grandes. On a, pour une grande partie, en fait, des services écosystémiques, quelle que soit leur, catégorie, leur nature, les écosystèmes qui les fournissent, on a besoin de faire interagir une grande diversité d'acteurs. Et les approches privilégiées, dans la littérature sur les services écosystémiques, en particulier en ecological economics, ça a été longtemps l'approche, liée au marché ou, la régulation publique. Et le numéro spécial, en fait, part du constat que, c'est des approches qui, sont critiquables pour tout un tas de raisons. Enfin, il y a des articles qui, le soulignent, notamment ceux qui sont indiqués en bas de la diapo et qui c'est pas du tout exhaustif, mais qui disent, en fait, que le problème, c'est que les services écosystémiques mettent en jeu des processus extrêmement complexes, qui font appel à des connaissances qu'on n'a pas toujours et que, souvent, une, politique publique à très large échelle ou supposer que les acteurs ont les connaissances pour bien gérer et qu'il suffit donc, qu'ils soient propriétaires d'une parcelle, par exemple, pour bien gérer les services, il y a énormément de limites à cette vision des choses et donc beaucoup d'auteurs, depuis les années 2010 notamment, ont proposé d'explorer la voie de l'action collective par rapport aux services écosystémiques. Et heu et donc c'est quelque chose qui est, pas mal, mis en évidence par ce schéma pour les personnes qui peut-être sont pas très familières, mais bon maintenant je pense que c'est une notion qui est très connue, la notion de service écosystémique. C'est une notion qui est vraiment à l'interface entre, les processus écologiques, le fonctionnement des écosystèmes, c'est un peu le cadre vert à gauche et tous les aspects, socio-systèmes, donc humains liés, aux activités économiques, de bien-être, et cetera. Et donc les services écosystémiques, c'est une notion qui se veut à l'interface entre l'écosystème, on va dire biologique et le sociosystème et qui, on le voit dans le haut du schéma ici qui est classique, hein, de Heinz and Pochin, heu, que, en fait, ça met en jeu beaucoup de, problématiques liées aux institutions, à l'organisation collective, à la gouvernance et donc il y a beaucoup de travaux qui sont intéressés à la fois à la question des valeurs, de la perception de ces valeurs, aux usages des services écosystémiques et puis des travaux aussi sur les activités de gestion des écosystèmes, de restauration et cetera. Donc en fait, une des difficultés par rapport à l'action collective, liée aux services écosystémiques,
qui a été aussi pointé dans la littérature, c'est que souvent, les services écosystémiques, alors SE, c'est services écosystémiques, je ne l'ai pas rappelé, ils sont souvent considérés comme donnés. On sait que la pollinisation, c'est un service qui est intéressant pour plein d'aspects et souvent, dans des travaux en sciences sociales, on va considérer que ils sont donnés, il faut leur donner une valeur, il faut travailler sur les perceptions de ce service par des acteurs. Mais il y a cette problématique de, voilà, il est là et on n'a qu'à s'organiser pour bien le gérer. Mais comme Cécile Barneau, d'autres auteurs aussi le soulignent, ce sont des construits sociaux. C'est issu de, effectivement, de représentations variées, de processus de négociation, de discussion, etc. Mais là où on va un cran plus loin en fait dans l'article, et puis c'est aussi des travaux que j'avais menés déjà depuis ma thèse, c'est que les services écosystémiques, ça nécessite, au-delà de processus de négociation, d'interaction, de discussion, ça nécessite des efforts de conception. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'en connaît pas la liste précise et définie. Les services écosystémiques sont encore en partie inconnus. Sans arrêt, on découvre de nouvelles propriétés de certaines espèces ou des nouveaux usages possibles. Donc, des nouvelles fonctions de régulation qui pourraient être utiles. Donc, il y a encore toute une partie d'inconnu, d'ouverture, de découverte à faire. Donc, on ne peut pas considérer que la liste est donnée et qu'il lui suffit de cibler les bons services pour mettre en place les bonnes actions de gestion des écosystèmes. D'autre part, les modes de gestion de ces services sont à définir. En fait, les services écosystémiques, comme on le voit un peu sur le schéma ci-dessus, ce n'est pas simplement des processus écologiques, ça met en jeu aussi des processus humains qui, pour beaucoup encore, sont à inventer. Ensuite, toutes les démarches de valorisation aussi, qu'elles soient économiques ou non, là encore, sont à inventer. On voit bien que la valorisation économique seule ne suffit pas dans bien des cas, donc on a besoin de penser d'autres formes de valorisation. Et puis, ce que je voulais souligner aussi, c'est tous les besoins d'apprentissage collectif nécessaires à la gestion des services écosystémiques et plus largement des écosystèmes. Et c'est sur ça, en fait, que l'article met l'accent. En fait, si on veut travailler sur la conception des services écosystémiques, ça suppose un effort d'apprentissage collectif extrêmement important, non seulement de partage de connaissances, mais aussi de production de connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les processus écologiques. Et puis, ça met en jeu aussi, et c'est lié, des nouvelles formes de collaboration, notamment entre chercheurs, pouvoirs publics et diverses parties prenantes, que ce soit des acteurs économiques, des citoyens, etc. Donc l'article que je vous présente aujourd'hui, il rend compte d'une expérience, c'en est une parmi d'autres, mais qui est quand même assez particulière parce qu'elle peut s'analyser sur le temps long. Donc c'est ce que propose l'article, c'est une analyse longitudinale en fait de cette expérience et de cette trajectoire d'un programme de recherche-action qui est mené sur un territoire donné, qui est la zone atelier Planéval de Sèvres, que je vais présenter juste après. Donc ce que propose cet article, en fait, c'est de relire a posteriori ce programme de recherche et son évolution en distinguant 4 grandes étapes pour lesquelles on caractérise les objectifs, les stratégies de recherche mises en place, donc notamment les objets sur lesquels portent les recherches, les concepts, les théories, les approches méthodologiques qui sont mises en œuvre. Ça retrace aussi les types de partenariats et d'interactions, notamment entre chercheurs et autres acteurs. Et puis, ça fait un bilan aussi des intérêts et limites de chacune de ces étapes. Alors, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ces étapes, c'est un petit peu artificiel de toutes les distinguer, mais elles se superposent en fait, elles s'entrelacent. Et puis, la rétrospective qui est faite dans l'article n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte toutes les actions qui ont été menées sur la zone atelier de Chizé. C'est un peu un parti pris qui est notamment lié à mon approche autour de la conception, lié aussi aux collaborations que j'ai pu avoir avec l'équipe qui est en charge de ce site. Donc voilà, c'est important de le souligner. Alors, je voulais faire un petit focus sur ce que c'est que ce site. En fait, la zone atelier Planéval de Sèvres, c'est une infrastructure de recherche un peu type laboratoire à ciel ouvert. C'est une infrastructure de recherche qui est située dans un territoire agricole qui était plutôt caractérisé par la polyculture élevage et qui
plus en plus, au cours de ces dernières décennies, s'est intensifié et s'est spécialisé dans les grandes cultures. Donc, vous voyez ici, dans le bas de la diapo, des photos des paysages. Donc, c'est des paysages très ouverts. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus vallonnés, mais c'est quand même assez plat, et un peu plus boisés ou avec des haies. Mais globalement, c'est des paysages très ouverts, donc marqués par les grandes cultures, céréales, oléoprotéagineux en particulier. La superficie de cette infrastructure de recherche, donc, elle est de 450 km². En gros, il y a à peu près 30 km nord-sud et à peu près 30-40 est-ouest. Et sur ce territoire, qui est vraiment au sud de Niort, comme on voit sur la diapo, là, vous voyez une carte en fait de la zone atelier où toutes les petites taches de couleur représentent des parcelles avec des cultures différentes. Parce que donc il y a tout un suivi des assolements, mais je vais y revenir. Donc sur ce territoire qui est très grand, il y a 24 communes, 34 000 habitants, et il y a à peu près 400 fermes qui ont des parcelles sur ce territoire. Donc ça fait un grand nombre d'acteurs impliqués dans le système agroalimentaire. Et c'est très rural, à part Niort, c'est vraiment des petits villages par contre. Sur ce territoire, il y a des suivis. À la base, en fait, les zones ateliers, c'est surtout des observatoires de long terme. Donc, il y a des suivis, notamment de la biodiversité, donc tout un tas de taxons, que ce soit des insectes, des oiseaux, des adventices, des micro-mammifères, des suivis de tout un tas d'espèces qui sont faits depuis maintenant presque 30 ans. C'est pas seulement un suivi des effectifs des populations, c'est aussi un suivi des fonctions et services écosystémiques, notamment le service de pollinisation, de contrôle des adventices, notamment à travers la prédation des graines, par exemple, par les oiseaux, suivi du biocontrôle, et puis suivi évidemment de la production agricole, des rendements. Et puis sur ce territoire, il y a aussi un suivi des pratiques agricoles qui est fait à travers des enquêtes, des expérimentations avec les agriculteurs, sur lesquelles les expérimentations, je vais y revenir après, elles sont mises en place souvent sur des gradients en fait, avec des zones où il y a une grande proportion d'agriculture biologique et des zones pour lesquelles il y a plutôt beaucoup d'agriculture intensive. Donc, les analyses qui sont menées sur ce territoire, elles sont à l'échelle de la parcelle, ça n'apparaît pas là, mais de l'exploitation, et surtout à l'échelle du territoire. Et les formes d'interaction, donc les types de recherches qui sont menées sur ce territoire sont assez variés. Ça va des suivis aux enquêtes, aux expérimentations et à la recherche-intervention. Et ça, donc, avec tout un panel d'acteurs assez variés. Initialement, c'est surtout des collaborations chercheurs-agriculteurs, et de plus en plus, vous allez le voir à travers la présentation, ça s'ouvre à d'autres acteurs, notamment les citoyens. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans les 4 grandes étapes qu'on a distinguées pour rendre compte en fait, des travaux qui ont été menés sur cette zone atelier, et autour notamment de la question des services écosystémiques, qui est un peu un fil conducteur en fait, de toutes ces recherches. La première étape, on l'a intitulée « De la conservation d'espèces parapluies à la multifonctionnalité des paysages », et on a ajouté une stratégie centralisée, stratégie de gestion des services écosystémiques. Donc là, ce que vous pouvez déjà repérer, c'est l'idée de services écosystémiques d'ordre culturel avec des espèces patrimoniales comme celle que vous voyez sur la gauche. En haut, on a la photo d'un busard cendré, en dessous, celle d'une outarde. En fait, le point de départ dans les années 90 des programmes de recherche qui sont lancés sur cette zone atelier, qui n'existe pas encore, elle a été labellisée en 2009, c'est le constat de l'effondrement des populations d'oiseaux et de populations d'oiseaux en fait, patrimoniales au niveau européen notamment. Et donc, ce constat, il a été fait notamment par des membres de l'Office de la chasse. Et les écologues se sont penchés sur cette question, d'abord en essayant de mieux comprendre l'écologie de ces oiseaux qui en fait étaient très mal connus. Donc en s'intéressant d'abord à leur réseau trophique, aux relations proie-prédateur et notamment aux relations campagnols-busards qui ont des formes finalement relativement classiques dans les écosystèmes avec des cycles. Et puis une étude aussi des liens finalement entre l'écologie de ces oiseaux et l'agroécosystème en tant qu'habitat finalement pour tout un tas d'espèces, notamment protégées. Et pour ces études-là, c'est surtout le cadre de la théorie des métapopulations qui a été mobilisée. En gros, c'est une approche d'écologie spatiale qui modélise le territoire agricole
comme une forme de mosaïque paysagère dans laquelle il y a des parcelles de haute qualité environnementale et d'autres, qualité écologique, on va dire, et des parcelles de moins bonne qualité. Et ces parcelles de bonne qualité, les chercheurs se sont aperçus que c'était notamment les prairies, et en particulier les prairies permanentes. En tout cas, des zones pour lesquelles il y avait peu de travail du sol ou pas systématiquement chaque année, et puis des apports d'intrants beaucoup plus faibles que dans les cultures annuelles. Et en fait, donc, la théorie des métapopulations prédit que s'il y a des parcelles dans lesquelles des populations détruites par les pratiques culturelles, le fait qu'il y ait encore des parcelles sources, en fait, permettant une régénération de ces espèces, eh bien, il y a une recolonisation qui permet de maintenir globalement des populations dans un territoire perturbé. Et les études, les suivis de ces oiseaux qui se nourrissent de différents animaux, hein, ça peut être des insectes ou des micro-mammifères, ont conduit à identifier qu'il fallait à peu près 10 à 15% de prairies dans le paysage, réparties aléatoirement dans ce paysage, pour permettre un maintien de la biodiversité dans cet agroécosystème. Et suite à ça, les écologues ont travaillé sur la conception de mesures agri-environnementales. En fait, ils ont travaillé avec des agriculteurs pour tester la possibilité de mettre en place de la luzerne, par exemple, qui ne serait pas fauchée avant 5 ou 6 ans, la possibilité de réduire l'usage de phytosanitaires, etc. Et donc, il y a des mesures agri-environnementales qui ont été co-conçues par des chercheurs sur la base des connaissances en écologie avec les agriculteurs et qui, en fait, ont été remontées au niveau européen qui, du coup, en a fait des mesures agri-environnementales, donc un outil de politique publique européenne, la PAC, et qui, du coup, se sont appliquées sur le territoire qui, alors, a été désigné zone Natura 2000 en plaine céréalière, ce qui était assez inédit. Et en fait, donc ça, ces relations entre chercheurs, agriculteurs et pouvoir public étaient assez inédites. C'est des choses que j'avais pu notamment étudier et qui, en fait, donnaient une place très particulière à l'équipe de recherche, puisque finalement, non seulement l'équipe de recherche, donc le Centre d'études biologiques de Chizé est devenu concepteur de mesures agri-environnementales, mais aussi opérateur. C'est-à-dire qu'en fonction de leur connaissance de la localisation des oiseaux, de la localisation des bassins de captage, etc., en fait, ce sont eux qui pilotaient la localisation. Ils allaient voir des agriculteurs sur des parcelles données, négocier avec eux la possibilité de mettre en place des prairies. Ce qui, du coup, a eu une certaine efficacité parce que des centaines d'hectares ont été maintenus en prairies ou créés. Les populations, notamment d'outardes, ont remonté, mais malheureusement, avec la transformation de la PAC au début des années 2000, en fait, ces efforts ont été quasiment annihilés. Et notamment parce que ces mesures agri-environnementales sont des contrats qui sont signés avec des agriculteurs sur 5 ans. Et que là, en l'occurrence, la conception était tellement pilotée, centralisée par les chercheurs, que finalement, les agriculteurs n'avaient pas forcément une bonne connaissance de pourquoi mettre les prairies à cet endroit, quel était vraiment l'intérêt écologique, les intérêts agronomiques, etc. Donc, une gestion voilà, qui était très centralisée et du coup qui a eu un certain nombre de limites par rapport à la durabilité du dispositif et aussi par rapport au coût, puisque les mesures agri-environnementales sont des contrats rémunérés. Donc, la deuxième étape a consisté à, finalement, pour l'équipe de recherche, à continuer à produire des connaissances sur le rôle des prairies et notamment sur leur multifonctionnalité. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus, en faisant tout un tas de suivis, que les prairies avaient, et puis c'était aussi des choses qui sont de toute façon étaient déjà développées dans la littérature autour du captage de carbone, par exemple, de la régulation de l'eau. Donc les prairies, en fait, étaient capables de fournir une diversité de services écosystémiques, notamment en paysage de grande culture. Et ces travaux sur la multifonctionnalité des prairies ont donné lieu aussi à un processus de conception collective de l'agroécosystème de manière générale, dans lequel les prairies jouaient un rôle très particulier, au-delà de la régénération de la biodiversité. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le rôle des prairies dans la régulation des ravageurs, sur la pollinisation, sur la préservation de la qualité de l'eau, la gestion des adventices, etc. Et puis, prairies était à ce moment-là vraiment pris au sens large. C'était à la fois les prairies
permanentes, mais aussi des prairies temporaires et aussi des cultures fourragères telles que la luzerne, puisque les propriétés recherchées, c'était surtout le non-travail du sol et le faible usage d'intrants. Et donc, et ça, c'était lié à mes travaux de thèse notamment. Il y a eu un partenariat qui s'est mis en place à partir de la fin 2009, début 2010, avec une coopérative agricole pour réfléchir à justement le maintien de la biodiversité en plaine céréalière. Et les deux acteurs, en fait, écologues et coopératifs, se sont mis d'accord sur l'idée d'essayer de promouvoir la luzerne à travers une filière luzerne qui permettrait de créer du lien entre des céréaliers qui pourraient introduire la luzerne dans leur rotation et donc les allonger, et des éleveurs qui avaient besoin de luzerne, puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup de caprins et puis beaucoup d'élevages laitiers qui peuvent être très intéressés par la luzerne. Donc en fait, le schéma que j'ai mis à gauche, c'est l'idée qu'au départ, on était parti d'une vision relativement classique de l'identification d'un problème environnemental ou écologique, une analyse par des experts des processus écologiques en jeu, l'élaboration toujours par les experts d'outils sur la base de ces connaissances, et puis des instruments de politique publique qui, en gros, proposent de mettre en place ces outils contre rémunération. Et en fait, le processus qui a été exploré à travers ce nouveau partenariat avec une coopérative agricole, ça a été: est-ce qu'on peut penser des processus d'auto-organisation au niveau local pour éviter finalement toute cette dépense d'argent public et puis pour impliquer davantage les acteurs dans la co-conception de ce que serait un agroécosystème durable. Puisque, alors par rapport à la photo d'Elinor Ostrom que j'ai mise, et cette idée que pour s'auto-organiser, il fallait surtout élaborer des règles de gestion collective de commun, l'idée, le parti pris qui a été pris dans ce travail, c'était que finalement, la luzerne, en tant que paramètre fondamental pour augmenter la durabilité d'un agroécosystème, finalement, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas a priori, et c'était un commun à concevoir, un commun entre agriculteurs, naturalistes et plus largement les habitants. Donc là, il y a des gens qui connaissaient mes travaux de thèse et qui connaissent bien ce travail-là, mais donc l'idée qui a été travaillée avec la coopérative, c'était de dire, bon, qu'est-ce que ce serait, par exemple, une luzerne 100% positive, c'est-à-dire une luzerne multifonctionnelle qui serait utile à la fois au plan écologique, agronomique, économique, social. Et puis, donc, il y a eu tout un travail de fait autour de comment étendre les attributs de la luzerne, à la fois à travers ses différentes fonctions, mais aussi les différents paramètres de conception de la luzerne, de production, etc. Donc, on a pour cela combiné, accumulé en fait à la fois des connaissances en agronomie, en écologie, et puis au-delà des connaissances en sciences sociales. Et on a travaillé sur l'exploration de diverses formes de luzerne. En fait, on a en bleu, là, sur ce schéma, des extrêmes, la luzerne pour la production de fourrage, vraiment pensée de manière à augmenter et maximiser la productivité. Et puis, à l'extrême inverse, des MAE luzerne qui, limite, ne permettaient pas du tout de dégager de la production ou très peu, en tout cas pour les éleveurs. Donc, on a cherché à explorer des intermédiaires, une luzerne qui sert à la fois de fourrage, mais aussi d'infrastructure écologique, dont on pourrait piloter la localisation dans le territoire, sans que ce pilotage soit forcément centralisé, et dont on pourrait coordonner les dates de fauche pour maximiser des services de pollinisation, par exemple, etc. Donc en fait, tout ça, ça a soulevé tout un tas de questions autour de la répartition de ces parcelles de luzerne dans le territoire, de leur conduite et de la coordination finalement entre les pratiques des agriculteurs. Donc ce qui était intéressant dans ce travail-là, ça a été d'impliquer une plus grande diversité d'acteurs dans la conception. Ceci dit, même si des acteurs tels que des agriculteurs, des techniciens ont été impliqués, le projet n'a finalement pas ni perduré au niveau de la coopérative, ni essaimé au niveau du territoire. Ah oui, ce que je voulais juste dire, c'est que de manière générale, c'est un travail qui nous a permis de penser la conception de l'agroécosystème de manière encore plus générale, au-delà de la place des prairies dans l'agroécosystème. Et je reviendrai après sur les intérêts limites de chaque étape. La troisième étape que je voulais mentionner, donc, on l'a intitulée « Co-construction de connaissances avec les agriculteurs pour favoriser la transition agroécologique à l'échelle individuelle ».
En fait, ce travail-là, c'est un travail qui a été mené, plutôt à partir des années, 2010, 2013 en particulier, et notamment porté par Sabrina Gaba, autour de l'expérimentation enfin, des formes d'expérimentation qu'ils ont appelées expérimentation socio-écologique en référence, en fait, aux socio-écosystèmes, pour mettre l'accent sur le fait d'essayer de prendre en compte à la fois des aspects techniques, écologiques, agronomiques, mais aussi des aspects relevant des processus décisionnels, sociaux, économiques, etc. Donc, en fait, le principe de ces expérimentations socio-écologiques, c'est d'identifier un certain nombre de problématiques liées à des processus écologiques ou sociaux, qui sont, ces problématiques sont co-identifiées finalement par des chercheurs et des agriculteurs. Donc, c'est un travail qui est surtout en lien avec les agriculteurs. Les protocoles scientifiques sont pensés surtout par les scientifiques sur la base de connaissances en écologie. Là, par exemple, dans le cadre du protocole qui est décrit en bas à gauche, c'est un travail sur la gestion des adventices en fonction de l'apport de fertilisants, azotés notamment, et en fonction aussi des techniques de désherbage mises en œuvre et de leur intensité. Donc, en fait, les chercheurs ont imaginé des protocoles qu'ils ont proposés à des agriculteurs qui, sur une base volontaire, ont accepté ou non de les mettre en place sur leurs parcelles. Et les chercheurs font des suivis. L'équipe, en fait, finalement, dépêche des gens à plusieurs étapes pour collecter la donnée. Donc, mettre en place les protocoles dans les parcelles des agriculteurs, faire des suivis et restituer, discuter des résultats avec les agriculteurs, ce qui donne lieu à un processus itératif de révision des protocoles et d'adaptation au cours du temps. Donc, les premiers protocoles ont été mis en place en 2013 et ils évoluent. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont aussi sur les bordures des champs. Donc, ce qui est assez spécifique à ces expérimentations, c'est qu'en fait, elles visent à la fois à faire évoluer des paramètres écologiques. Par exemple, les expérimentations sont mises dans des paysages où il y a plus ou moins d'agriculture biologique, plus ou moins de haies, plus ou moins d'espaces boisés, etc. Et puis, ils font varier aussi des facteurs socio-économiques, on va dire, notamment aussi en travaillant beaucoup sur la question du comportement, du processus décisionnel, de l'aversion au risque, avec là aussi des gradients en fonction de questionnaires qui sont mis en place sur les agriculteurs sont-ils très averses au risque ou peu averses au risque, et ils voient comment les pratiques évoluent et ce que ça donne comme résultat en fonction de tous ces gradients. Donc là, ce qui est important à noter, c'est que, en fait, il y a surtout des cadres théoriques issus de l'écologie. Ça peut être aussi de l'économie, notamment comportementale, qui sous-tendent en fait la mise en place de ces expérimentations et qui visent à essayer d'appréhender l'agroécosystème en tant que socio-écosystème et qui sont confrontés en fait à des savoirs empiriques et techniques détenus par les agriculteurs. Elle vise surtout à concevoir et à expérimenter, à tester en fait, des solutions fondées sur la nature, par exemple préserver les pollinisateurs pour augmenter les rendements en colza, en tournesol notamment. Ce qui est important de noter, c'est que le pilotage en fait, de ces expérimentations, que ce soit leur conception, leur mise en place, le suivi, est quand même surtout porté par les chercheurs, en interaction avec les agriculteurs, certes, avec des processus itératifs et d'adaptation, mais avec surtout une conception portée par les chercheurs. Voilà, et quatrième étape, donc la quatrième étape, en fait, elle a émergé plutôt fin 2018, et celle-ci consiste à impliquer une plus grande diversité d'acteurs dans la conception d'un système agroalimentaire délivrant de multiples services écosystémiques. En fait, cette quatrième étape, elle est surtout liée à la mise en place du projet Alimentation, qui cible vraiment, qui a cherché à ouvrir la gamme des collaborations d'équipes de recherche vers les citoyens, les élus, les habitants en fait, des villages du territoire, et puis les publics scolaires. Donc c'est un projet de recherche-action qui, et je voudrais vraiment le souligner, a été lancé dès le départ avec des acteurs non académiques qui sont en fait des médiateurs. Ils s'intitulent parfois, enfin ils s'appellent ou sont appelés médiateurs sociétaux. En fait, c'est des personnes qui sont spécialistes de l'animation, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif,
que ce soit dans les écoles ou dans les communes, et qui font un travail finalement de sensibilisation, d'animation très, très étroit, enfin en collaboration et en tissant des liens de confiance et d'interconnaissance très étroits avec les habitants du territoire. Ce qui est important de souligner par rapport à ce projet, donc sur la gauche, vision, c'est justement le sigle de la SCOP, donc entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui travaille avec nous dans le cadre de ce projet. Et donc c'est un projet qui mêle en fait une diversité de disciplines, écologie, agroécologie, sociologie, sciences de gestion, etc. Des cadres théoriques aussi très variés, des approches aussi assez contrastées, et qui s'intéresse déjà en fait à la question de la trajectoire, que ce soit au niveau individuel, que ce soit des trajectoires de pratiques agricoles ou de pratiques alimentaires, mais aussi au niveau du territoire, qui met en jeu, qui s'intéresse aussi à toute la question de la créativité, de l'innovation, à travers des approches de conception innovante, en mobilisant des cadres théoriques de la psychologie cognitive, en travaillant aussi avec des approches de mise en théâtre, de controverses, de construction de scénarios, et puis avec un focus aussi sur les questions de gouvernance, comment, comment la transformation en fait, ou les changements qui opèrent à des échelles d'abord individuelles peuvent être finalement pensés à des échelles plus larges, que ce soit celle de la commune ou d'un territoire, et quel processus de gouvernance ça met en jeu. Comment faire en sorte notamment que, puisque je ne l'ai pas précisé, mais l'objectif final, en fait, l'objectif ultime du projet, c'est de voir quels peuvent être les leviers d'une transformation d'un système agroalimentaire afin d'en augmenter la résilience. Et donc, toute la question aussi est de savoir quelle forme de gouvernance peut être pertinente par rapport à cette question d'une transformation qui s'opère en fait de façon la plus démocratique et participative possible. Et donc, ce qui est assez intéressant par rapport au dispositif zone atelier, c'est que, comme on a une diversité de villages, on peut mettre en place des actions différenciées selon les villages, pardon, et faire un suivi sur le temps long, sachant qu'on n'est pas dans un dispositif expérimental pur où on pourrait contrôler des facteurs, etc. On est dans un dispositif qui est plutôt assez exploratoire, on pourrait éventuellement dire semi-expérimental, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir la possibilité de comparer différentes dynamiques en prenant notamment l'échelle commune comme grain en particulier. Donc, comment ça se passe ce projet en fait Alimentation? Il y a tout un volet qui vise à intéresser les acteurs du territoire, à impliquer en fait une diversité d'acteurs dans le projet. Il y a un volet autour de la co-construction de connaissances, un volet autour du soutien à la créativité, à l'exploration d'idées et de projets, et tout ça en vue d'essayer de jouer un rôle de catalyseur en fait des actions, qu'elles soient d'actions donc qui sont toujours portées par les acteurs du territoire, qui ne sont pas lancées par l'équipe de recherche, mais simplement accompagnées. Et ces actions peuvent être individuelles ou collectives. Et l'équipe de recherche a surtout un rôle en fait dans la capacité à analyser chemin faisant ce qui se passe et aussi documenter, diffuser, communiquer sur tout ce qui se passe. Donc sur la partie co-construire des connaissances, il y a notamment des enquêtes qui sont menées, il y a eu un diagnostic aussi socio-technique et puis du système alimentaire. Il y a eu au niveau de la façon d'impliquer les acteurs du territoire. Donc ici, on voit sur la photo nos collègues médiateurs qui font un travail en fait très itératif, de manière répétée en fait avec les communes pour créer du lien, créer de la confiance, faire avancer des projets, faire remonter des questions, transmettre aussi des connaissances dans un sens et dans l'autre. Donc, j'avais parlé d'un atelier de mise en théâtre, donc ça c'était un des exemples en fait où on avait travaillé sur les relations agriculteurs citoyens, enfin habitants, pardon, citoyens d'un même territoire, à travers la mise en théâtre de ces difficultés en fait relationnelles. Sur la partie créativité, aujourd'hui on a lancé toute une action avec des établissements scolaires, du primaire jusqu'au lycée, où on travaille sur la question de la créativité en lien avec les connaissances et les modes de vie, sur les questions liées à l'alimentation, l'agriculture, l'environnement et même la santé. Et puis, sur la question de la diffusion des connaissances, on a élaboré avec des collègues donc, une carte des circuits courts
qui sert à mettre en lien en fait les producteurs, les collectivités, les consommateurs, les habitants. Et puis on a régulièrement des articles qui permettent de faire parler des événements qui sont mis en place dans les différentes communes et sur le territoire dans le cadre de ce projet. Alors finalement, un bilan, donc j'espère que je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. En fait, ce qui est intéressant dans cette analyse rétrospective, c'est qu'elle permet de mettre en évidence que les objets qui ont été travaillés au cours de ces différentes étapes de recherche ont évolué. On est parti d'études très ciblées en écologie sur les relations proies-prédateurs à une étude plus spatiale avec la théorie des métapopulations, puis une théorie plus systémique avec les notions de services écosystémiques et de solutions fondées sur la nature, pour aujourd'hui aller vraiment sur une approche des socio-écosystèmes et les interactions entre une diversité d'acteurs et l'agroécosystème, le territoire sur lequel ils vivent. Donc en termes de services écosystémiques, on a vraiment élargi la gamme des services pris en compte au fil du temps. Ça a été la même dynamique finalement sur les acteurs partenaires des recherches-actions, puisque au départ, c'était surtout agriculteurs naturalistes, puis pouvoirs publics, puis acteurs économiques du monde agricole. Et puis aujourd'hui, les citoyens, apiculteurs, autres publics scolaires, etc. Et donc tout ça, ça correspond à des phases de recherche qui finalement se succèdent, mais se croisent aussi, se superposent, puisque par exemple les expérimentations socio-écologiques sont toujours en cours en parallèle du projet Alimentation. Alors sur chacune des étapes, on a essayé d'identifier un petit peu les avantages et inconvénients. Finalement, sur la première étape de gestion centralisée des services écosystémiques, c'est une étape qui a été vraiment fondée sur un fort progrès de connaissances en écologie, sur toutes ces espèces inféodées au milieu agricole, et puis des outils de politique publique qui ont permis d'avoir une grande force de frappe, en quelque sorte, sur les mesures agri-environnementales mises en œuvre. Mais les limites, ça a été à la fois le coût de ces outils et la limitation des surfaces, et aussi finalement une implication très relative des agriculteurs qui du coup avaient un peu un effet d'opportunité, c'est-à-dire que s'il y avait possibilité de mettre en place un contrat et être rémunéré, ils le faisaient, mais il n'y avait pas forcément de compréhension et d'implication au-delà par rapport aux mesures à mettre en place. Sur la partie multifonctionnalité des prairies et co-conception, ce qui a été intéressant ici, c'était d'ouvrir la gamme des services écosystémiques abordés et d'ouvrir aussi l'implication dans la co-conception d'acteurs plus variés. Mais il y a eu un vrai problème de légitimité qui s'est posé avec l'acteur partenaire, notamment la coopérative agricole, et puis des problématiques aussi de disponibilité pour porter un processus de conception participatif sur le temps long. C'était quelque chose qui demandait beaucoup de compétences et puis d'implication qui n'était pas forcément facile à mettre en place. Sur la phase expérimentation socio-écologique, ce qui est intéressant avec ces expérimentations, c'est que ça permet d'avoir des connaissances de plus en plus fines sur l'intérêt de la biodiversité pour la transformation des pratiques agricoles, pour la transition agroécologique et le fait de maintenir un certain niveau de production tout en préservant la qualité et la pérennité des écosystèmes. Il y a l'idée d'une coproduction de connaissances avec les agriculteurs, puisque les expérimentations sont mises en place dans les fermes et en interaction très étroite avec les agriculteurs. Ceci dit, c'est une approche qui est vraiment individuelle, qui fait appel à des processus cognitifs vraiment individuels autour de la décision notamment, et donc qui ne prend pas en compte toutes les relations entre acteurs à l'échelle du système agroalimentaire, qui pourtant ont un rôle très important sur la trajectoire, les changements de pratiques. Donc aujourd'hui, on a une thèse qui justement vise un petit peu à mieux comprendre l'impact potentiel de ces expérimentations socio-écologiques sur la trajectoire des exploitations, et qui va vraiment mettre en évidence l'importance de prendre en compte aussi les interactions collectives finalement autour de ces expérimentations et de ces résultats. Et puis le projet Alimentation, donc l'idée, les intérêts, là, c'est la diversité d'acteurs qu'on essaye d'impliquer dans la conception, ou en tout cas pour lesquels on travaille à augmenter la capacité de conception
la compréhension à la fois des problématiques, mais aussi les questions de créativité, et pour lesquelles on a la chance, par nos partenariats, de croiser différentes approches, différents cadres théoriques. Ce qui est particulier avec ce projet, bon, c'est qu'il est lancé sur du très long terme et du coup assez difficile à financer, aussi par rapport à sa spécificité en termes de partenariat et d'actions mises en place, de posture des chercheurs aussi. Et la difficulté qu'on rencontre, et je pense que beaucoup d'entre vous qui travaillent sur la conception collective, c'est comment mobiliser une diversité d'acteurs telle dans un processus de conception aussi complexe qui vise finalement à transformer l'ensemble d'un système. Donc voilà, c'est vraiment la question de fond. Pour conclure, ce que permet ce papier finalement, c'est de montrer que l'agenda, c'est de montrer en fait la coévolution entre l'agenda de recherche sur ce site d'études, les objets d'études, les services écosystémiques pris en compte, puisque ça a été le cas aussi dans leur diversification, dans leur diversité. Les objets de conception aussi, qui ne sont pas simplement des objets d'études, mais ça a soulevé en fait tout ce qui était finalement objet de conception collective, et donc une évolution aussi de la vision des problématiques d'action collective. C'est un programme de recherche qu'on peut qualifier de génératif, d'expansif, à la fois du point de vue des objets, mais aussi du point de vue des concepts mis en œuvre. Donc c'est des concepts qui ont été portés par d'autres équipes de recherche, d'autres courants de pensée, mais qui ont été peu à peu mobilisés dans les recherches sur ce site. Un programme génératif aussi en termes de raisonnement, de protocoles mis en place, et puis de collaboration avec des parties prenantes. Et puis pour conclure aussi, ce que ce programme a permis de mettre en évidence, c'est que l'agroécosystème pouvait être considéré comme un inconnu commun pour lequel la recherche joue un rôle tout à fait essentiel pour pouvoir identifier ses propriétés désirables minimales, des propriétés finalement fondamentales d'existence, de maintien de son fonctionnement en lien avec la biodiversité, mais qui ne font pas tout, pour lequel on a besoin ensuite d'impliquer une diversité d'acteurs dans la conception pour mettre en place des solutions acceptables, efficaces, etc. Et donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est comment mettre en place un tel processus de conception, comment le conduire aux différentes échelles, jusqu'à l'échelle du territoire. Ce qui est intéressant aussi, et qui a été analysé aussi dans l'article, c'est finalement le changement progressif de la posture des chercheurs, qui au départ était plutôt une posture assez classique, plutôt positiviste, on va dire, qui cherchait à comprendre des phénomènes, et peu à peu à évoluer. Déjà, ce qui est important, c'est que finalement, tout au long de l'évolution de ce programme de recherche, les connaissances scientifiques ont été mobilisées en soutien à un processus de conception, plus ou moins ouvert, on l'a vu selon les étapes, mais elles ont toujours en fait été mobilisées finalement pour des actions assez concrètes et assez opérationnelles. On a vu aussi que le lien aux acteurs s'était renforcé, avait évolué au cours du temps, des liens qui aujourd'hui mettent l'accent notamment sur la notion de capacité transformative des acteurs et de place de la recherche dans le soutien à cette capacité transformative, et qui de plus en plus repose sur des liens de confiance qu'on cherche à construire avec les habitants, et puis des liens de réciprocité. Donc voilà, la posture de recherche post-normale, dans le sens où les chercheurs essayent au maximum de ne pas se positionner comme les sachants qui imposent une vision, mais plutôt qui essaient de travailler avec les acteurs pour faire émerger des solutions. Et finalement, la dernière chose que je voudrais souligner, c'est l'intérêt de territoires, enfin de dispositifs comme les zones ateliers, qui finalement permettent une recherche ancrée dans un territoire, une recherche de long terme, inter- et transdisciplinaire, avec une diversité d'acteurs, sur lesquels on peut combiner diverses approches, et notamment expérimentales et de suivi, d'observation participante, de recherche-intervention.
Donc, merci à tous pour votre écoute. Ce travail aussi d'analyse rétrospective, il a été pas mal tiré d'un ouvrage là, qui est sorti en début d'année aussi et qui retrace justement la trajectoire de recherche sur la zone atelier et qui a été écrit par Vincent Bretagnol en lien avec Vincent Tardieu. Et je voudrais remercier nos instituts, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui est beaucoup en soutien de toutes les recherches qui ont été menées sur la zone atelier. Merci.